Bonjour à vous, chers abonnés, et bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que peu comprennent vraiment. La manière dont certaines personnes construisent une richesse durable, non pas par la chance, mais par des schémas mentaux précis. Pas de promesses faciles, pas de motivation vide, seulement des principes profonds, transmis depuis des générations, qui montrent pourquoi certains restent bloqués financièrement pendant que d'autres avancent, même en partant de zéro. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta relation à l'argent pour toujours. Leçon 1. L'ordre avant l'argent. La clé que presque personne n'utilise. Il existe une habitude que certains entrepreneurs juifs fortunés pratiquent dès l'aube, vers 5h30 du matin, et que la majorité des personnes en difficulté financière n'imaginent même pas. Non, ce n'est pas une prière secrète. Ce n'est pas non plus le fait de travailler plus dur que les autres. C'est quelque chose de si simple que, lorsque tu l'entendras, ton esprit te dira immédiatement « C'est logique, tout le monde devrait le faire ». Et pourtant, presque personne ne le fait. Pourquoi? Parce que ce qui est évident est rarement appliqué. Et ce qui n'est pas appliqué ne transforme jamais une vie. La sagesse financière transmise depuis des siècles dans la tradition juive ne repose pas sur l'idée de gagner toujours plus. Elle repose sur un principe beaucoup plus profond. Diriger l'argent avant qu'il ne commence à te diriger. Car la vérité est brutale mais libératrice. L'argent est un excellent serviteur, mais un maître impitoyable. Petite pause avant de continuer. Si ce contenu t'apporte de la valeur et t'aide à voir l'argent et la réussite autrement, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage des enseignements profonds, concrets, pour t'aider à construire une prospérité solide, pas des illusions rapides. Abonne-toi maintenant et avançons ensemble sur ce chemin de transformation. Une histoire qui change tout. Il y a plusieurs années, j'ai étudié le parcours d'un homme nommé Elia Ben Nathan. Il vendait des sandales sur un trottoir poussiéreux d'Europe de l'Est. Pas de capital, pas de relations, pas de diplôme. 8 ans plus tard, il possédait une chaîne de boutiques dans 4 pays. Tout a commencé par une décision qu'il a prise un jeudi matin, assis seul avec un carnet et un crayon. Cette décision n'était pas de gagner plus. Elle était de mettre de l'ordre. L'erreur que font les pauvres, sans le savoir. Beaucoup pensent que leurs problèmes financiers viennent d'un manque d'argent. C'est faux. Le vrai problème, c'est le désordre émotionnel autour de l'argent. Regarde autour de toi. Combien de personnes gagnent correctement leur vie mais sont constamment stressées? Combien ont des revenus stables mais finissent chaque mois à découvert? Ce n'est pas un problème de salaire. C'est un problème de gestion émotionnelle. Les riches contrôlent leurs émotions face à l'argent. Les pauvres sont contrôlés par elles. L'enseignement mal compris. Dans les textes anciens, il est écrit « Qui est véritablement riche? Celui qui est en paix avec sa part. » Pendant longtemps, j'ai cru que cela parlait de résignation. J'avais tort. Ce verset ne glorifie pas la médiocrité. Il parle de maîtrise intérieure. Être riche, ce n'est pas accumuler sans fin. Être riche, c'est ne pas paniquer quand l'argent arrive, ni quand il ralentit. L'ordre, le mot que tout change. Dans la tradition hébraïque, il existe un concept fondamental, seder, l'ordre. Avant de dépenser, on organise. Avant d'investir, on clarifie. Avant de rêver plus grand, on structure ce qui existe déjà. Et voici la révélation que peu comprennent. L'ordre n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Quand tes finances sont organisées, ton esprit est libéré. Tu ne poursuis plus l'argent, tu le diriges. La leçon de Joseph en terre étrangère. Dans un ancien récit, un homme nommé Yosef est appelé devant un roi pour interpréter des rêves. Il annonce 6 années d'abondance, suivies de 6 années de pénurie. Mais il ne s'arrête pas à la prédiction. Il propose un plan, mettre de côté 18% pendant les années favorables. Remarque bien, il n'a pas célébré l'abondance par la dépense, il l'a gouvernée par la discipline. Résultat, une nation entière a été sauvée. 2 façons de penser. Quand une somme d'argent supplémentaire arrive, le pauvre pense « Qu'est-ce que je peux m'offrir ?» Le riche pense « Comment puis-je faire croître cela ?» La différence n'est pas le montant, la différence est le schéma mental. La vérité que peu acceptent. L'ordre financier ne commence pas avec un tableur ou une application. Il commence avec une honnêteté brutale. Les personnes prospères savent exactement ce qu'elles possèdent, ce qu'elles doivent, ce qui entre, ce qui sort. Pas parce que c'est agréable, mais parce que la vérité libère.
Les personnes en difficulté évitent leurs chiffres. La peur sans action devient une prison. L'habitude silencieuse qui crée l'écart. Chaque semaine, sans émotion, sans excuse, les riches révisent, ajustent, corrigent. Pas quand ils en ont envie, pas quand ils se sentent prêts, mais parce que c'est nécessaire. Avec le temps, cette discipline invisible crée un écart si immense que les autres appellent cela de la chance. Mais ce n'est pas de la chance. C'est de l'ordre appliqué avec constance. Synthèse de la leçon 1. La richesse durable commence ici. Gouverne avant de désirer. Ordonne avant de multiplier. Clarifie avant d'espérer. Tant que tu ne mets pas de l'ordre dans ce que tu as, la vie ne te confiera jamais plus. Leçon 2. La semence avant la récolte. La loi que la majorité refuse d'accepter. Il existe une loi invisible qui gouverne l'argent, et pourtant presque personne ne veut l'entendre. Parce qu'elle est inconfortable. Parce qu'elle demande d'agir avant de voir le résultat. Cette loi est simple, mais impitoyable. On ne récolte jamais avant d'avoir semé. Et pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens. Ils disent « Quand j'aurai plus, j'investirai. Quand ma situation s'améliorera, j'épargnerai. Quand je serai à l'aise, je donnerai. » Ils attendent tous la récolte, sans jamais planter la graine. Le mensonge qui maintient dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un ordre inversé. Les personnes en difficulté veulent d'abord la sécurité, puis l'action. Les personnes prospères comprennent que l'action crée la sécurité. Dans les enseignements anciens, il existe un principe clair. Le monde matériel répond toujours à ce qui est initié par l'action. Pas par l'intention, pas par l'espoir, par l'action. Pourquoi attendre est si dangereux? Attendre de se sentir prêt est l'une des stratégies les plus coûteuses. Parce que la préparation parfaite n'existe pas. Celui qui attend les conditions idéales attendra encore demain, puis le mois prochain, puis toute sa vie. Pendant ce temps, celui qui agit avec peu entraîne son esprit à penser en abondance. L'exemple qui dérange. J'ai connu un homme appelé Michael Aaron, vivant dans un quartier modeste d'Amérique du Sud. Il gagnait à peine de quoi couvrir ses besoins essentiels. Pourtant, chaque semaine, il mettait de côté 8% de ce qu'il gagnait. Une partie pour investir, une partie pour donner, une partie pour apprendre. Ses proches se moquaient de lui. « Tu n'as déjà pas assez, pourquoi réduire encore ?» Sa réponse était toujours la même. « Je ne sème pas avec ce qu'il me reste. Je sème avec ce que j'ai. » 5 ans plus tard, Michael possédait 3 activités génératrices de revenus. Pas un miracle, un schéma. Ce que la semence fait vraiment. Semer n'est pas seulement un acte financier, c'est un acte mental. Quand tu sèmes, même peu, ton cerveau cesse de penser comme un survivant. Il commence à penser comme un bâtisseur. Tu passes du mode consommateur au mode créateur de valeur. 2 phrases qui séparent les destins. Les pauvres disent « Je n'ai pas, donc je ne peux pas investir ». Les riches disent « Je n'ai pas parce que je n'ai jamais investi ». La différence semble minime. Elle change pourtant toute une vie. La peur comme mauvais conseiller. La peur pousse à retenir. La rétention crée la stagnation. Quand l'argent ne circule pas, il n'apprend rien. Il ne travaille pas. Il ne se multiplie pas. Les personnes prospères ont compris une chose essentielle. Ce qui circule intelligemment se multiplie. Petit, mais constant. La semence n'a pas besoin d'être grande. Elle doit être régulière. Ce n'est pas le montant qui transforme une vie. C'est la constance. Semer chaque semaine, même peu, crée une identité nouvelle. Celle de quelqu'un qui prépare son futur, au lieu de subir son présent. La vérité que peu acceptent. Les pauvres vivent dans l'instant. Les riches vivent dans le futur qu'ils construisent. L'un se demande « Qu'est-ce que je peux me permettre aujourd'hui ?» L'autre se demande « Qu'est-ce que je dois planter aujourd'hui pour être libre demain ?» Synthèse de la leçon 2. On ne récolte jamais avant d'avoir semé. L'action précède toujours l'abondance. Même une petite semence change l'identité mentale. Attendre la sécurité est la meilleure façon de rester bloqué. Si tu veux une vie différente, sème différemment. Leçon 3. Voir loin. La mentalité qui crée des dynasties, pas des coups de chance. La plupart des gens vivent enfermés dans une prison invisible, le présent immédiat. Ils pensent en semaines, ils décident en mois, ils espèrent en fin d'année. Les personnes véritablement prospères, elles, vivent ailleurs. Elles vivent dans le futur qu'elles sont en train de construire. Et cette différence change absolument tout.
Le piège du court terme. Le court terme est séduisant. Il promet du plaisir rapide, des résultats immédiats, des récompenses visibles. Mais il a un prix. Il vole ton avenir. Chaque décision prise uniquement pour le confort d'aujourd'hui repousse la liberté de demain. Les personnes en difficulté financière demandent « Qu'est-ce que je peux acheter ce mois-ci » Les bâtisseurs de richesse demandent « Quel actif puis-je créer maintenant qui me libérera dans 5 ans ?» Une histoire qui révèle tout. Un ancien récit raconte qu'un sage nommé Hanan marchait sur un chemin et vit un homme âgé planter un arbre rare. Il lui demanda « Combien d'années faudra-t-il avant qu'il donne des fruits ?»« Environ 15 ans, répondit l'homme. Surpris, Hanan demanda « Et tu penses être encore là pour en profiter ?» Le vieil homme sourit. « Je n'ai pas planté ce que j'ai mangé. J'ai mangé ce que d'autres ont planté. Aujourd'hui, je plante pour ceux qui viendront après moi. » Voilà la mentalité qui crée des dynasties. Pourquoi certains peuples survivent à tout? Pendant des siècles, certains groupes ont traversé l'exil, les crises, les pertes, l'instabilité, sans terre, sans armée, sans sécurité apparente. Comment ont-ils survécu? En pensant toujours plusieurs générations à l'avance. Quand un parent éduquait un enfant, il ne pensait pas seulement à sa réussite personnelle, mais à l'impact sur les enfants de ses enfants. La vraie richesse commence là. La différence entre dépenses et actifs. La majorité confond confort et richesse. Une dépense soulage aujourd'hui. Un actif nourrit demain. Les pauvres accumulent des objets. Les riches construisent des systèmes. Les uns achètent ce qui perd de la valeur. Les autres investissent dans ce qui grandit avec le temps. Compétences, relations, entreprises, connaissances, actifs durables. La patience n'est pas un sacrifice. La patience avec un objectif n'est pas une privation. C'est une intelligence différée. C'est dire non maintenant pour pouvoir dire oui à tout plus tard. C'est accepter d'être différent aujourd'hui pour vivre différemment demain. Ce que font les bâtisseurs pendant que les autres hésitent. Pendant que certains se plaignent des crises, du système, du manque d'opportunités, les bâtisseurs apprennent des compétences rares, créent des réseaux solides, investissent quand les autres ont peur, plantent pendant que les autres consomment. Pas parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils pensent plus loin. L'enseignement qui change la façon de décider. Un ancien enseignement dit « le sage voit le futur ». Cela ne signifie pas prédire, cela signifie construire le futur avec des décisions présentes. Chaque choix devient alors une brique, soit pour une prison, soit pour une liberté. Pourquoi la majorité abandonne? Construire sur le long terme est inconfortable. Les résultats ne sont pas immédiats. Les efforts ne sont pas applaudis. C'est pour cela que peu persévèrent. Mais ceux qui tiennent finissent par vivre une réalité que les autres appellent chance ou destin. Synthèse de la leçon 3. Les pauvres vivent dans l'instant. Les riches vivent dans le futur qu'ils préparent. La richesse durable se construit en système. Penser générationnellement élimine les décisions stupides. La patience stratégique bat toujours l'urgence sans vision. Si tu veux une vie que peu ont, pense comme peu pensent. Leçon 4. La discipline. L'acte spirituel qui ouvre les portes de la liberté. Beaucoup de gens pensent que la discipline financière est une punition, une restriction, un sacrifice imposé à ceux qui n'ont pas assez. Ils se trompent lourdement. Dans les enseignements anciens, la discipline n'est pas une contrainte. C'est une preuve de maturité spirituelle. Car la façon dont tu gères l'argent révèle quelque chose de beaucoup plus profond, ta capacité à gérer ta vie. Une vérité que peu acceptent. L'argent n'est jamais neutre. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es désorganisé, plus d'argent crée plus de chaos. Si tu es discipliné, même peu d'argent devient une force. C'est pour cela que certains gagnent beaucoup et restent prisonniers, tandis que d'autres gagnent moins et deviennent libres. La responsabilité avant la récompense. Un ancien texte dit « Le Créateur donne le pouvoir de produire la richesse ». Remarque bien, il ne promet pas la richesse, il confie le pouvoir. Et tout pouvoir implique une responsabilité. Les personnes en difficulté prient pour recevoir. Les personnes prospères prient pour savoir quoi faire avec ce qu'elles reçoivent. Les 3 piliers de la discipline financière. La tradition ancienne repose sur 3 fondations simples, mais puissantes. 1. La séparation immédiate. Dès que l'argent arrive, il est séparé. Pas plus tard. Pas quand il restera quelque chose. Par exemple, 8% pour donner,
12% pour sécuriser, 10% pour investir, avant toute dépense émotionnelle. Pourquoi? Parce que tu déclares par l'action « Je fais confiance qu'il y aura assez ». 2. La dette consciente. La dette n'est pas le problème. L'ignorance l'est. Utiliser la dette pour créer quelque chose qui produit est un levier. Utiliser la dette pour consommer est une chaîne. Celui qui finance son confort devient esclave de ses paiements. Celui qui finance des actifs achète son futur à prix réduit. 3. L'administration lucide. Il existe un mot ancien qui signifie être un gardien fiable, pas avare, pas impulsif, quelqu'un qui sait ce qui mérite d'être payé, ce qui mérite d'être coupé, ce qui mérite d'être renforcé. Chaque unité monétaire devient un outil, pas une tentation. Une histoire qui éclaire la différence. J'ai connu une femme nommée Myriam Salomon. Ses revenus étaient inférieurs à ceux de son entourage. Pendant que les autres finançaient des voitures, voyageaient à crédit, poursuivaient l'apparence, elle achetait de petits actifs, se formait continuellement, réinvestissait silencieusement. 12 ans plus tard, elle ne travaillait plus par obligation. Ses anciens amis, eux, travaillaient encore pour payer leur passé. La différence n'était pas la chance, c'était la discipline vécue comme une foi en action. Ce que la discipline change en toi. La discipline ne transforme pas seulement ton compte bancaire, elle te transforme toi. Elle développe l'intégrité, la fiabilité, la stabilité émotionnelle, le respect de soi. Et quelqu'un qui se respecte attire naturellement plus d'opportunités. La grande illusion. Les pauvres voient la discipline comme une perte de liberté. Les riches la voient comme une liberté anticipée. Dire non aujourd'hui pour pouvoir dire oui à tout demain n'est pas une souffrance, c'est de l'intelligence stratégique. Synthèse de la leçon 4. La discipline est un acte spirituel. L'argent amplifie ton niveau de maîtrise intérieure. Séparer avant de dépenser change ton identité. La dette peut être une arme ou une prison. Bien gérer le peu prépare à recevoir plus. La liberté financière commence par l'obéissance à des principes simples. Leçon 5. La mentalité d'abondance. Reprogrammer l'esprit qui décide de ta réalité. La différence fondamentale entre ceux qui accumulent et ceux qui stagnent n'est ni l'intelligence, ni la chance, ni même le travail. C'est la façon de penser. L'argent ne répond pas d'abord à l'effort, il répond à la perception. Car avant d'entrer dans ta vie, il passe toujours par ton esprit. La vérité que peu acceptent. La majorité des gens vivent dans la rareté sans même s'en rendre compte. Pas parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils pensent petit, même quand ils gagnent plus. Ils répètent « il n'y a pas assez »,« c'est difficile »,« ce n'est pas pour moi ». Les riches sont différents. Chaque phrase devient une instruction mentale. Chaque instruction façonne une limite. Deux mentalités, deux mondes. Face à une même situation, l'esprit de rareté voit un problème. L'esprit d'abondance voit une opportunité. L'un se demande « qu'est-ce que je risque de perdre ?» L'autre se demande « qu'est-ce que je peux apprendre ou créer ?» Même réalité, interprétation différente, résultat opposé. Pourquoi l'envie est un piège? Quand une personne dominée par la rareté voit quelqu'un réussir, elle ressent frustration, jalousie, justification. Quand une personne orientée abondance voit quelqu'un réussir, elle ressent curiosité, inspiration, apprentissage. L'une se ferme, l'autre s'élargit. Ce que tu ressens face au succès des autres révèle ton futur financier. L'enseignement qui renversera ta façon de voir le monde. Un ancien principe enseigne que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Ce n'est pas mystique, c'est neurologique et comportemental. Si ton esprit cherche des limites, il trouvera des limites. S'il cherche des solutions, il trouvera des chemins. L'erreur que font la majorité des gens. Beaucoup disent vouloir plus d'argent, mais nourrissent chaque jour des peurs, des plaintes, des discours de victimisation, des informations anxiogènes. Ils veulent une vie différente avec les mêmes pensées. C'est impossible. On ne crée jamais une réalité supérieure avec une mentalité inférieure. La reprogrammation commence ici. Changer de mentalité ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie changer la façon dont tu y réponds. Au lieu de dire « je ne peux pas »,« comment puis-je » ?« c'est trop risqué »,« que puis-je tester intelligemment ?» Je n'ai pas assez. Comment optimiser ce que j'ai? Chaque question élargit ton champ d'action.
L'argent suit la valeur, pas les plaintes. L'abondance va toujours vers ceux qui résolvent des problèmes, créent de la valeur, apportent des solutions utiles. Les personnes pauvres demandent « Pourquoi moi ?» Les personnes prospères demandent « Pour qui puis-je être utile aujourd'hui ?» Pourquoi donner change tout. Donner intelligemment, même peu, n'est pas un acte de perte. C'est une déclaration mentale. Je vis dans un monde où il y a plus que assez. Cette posture change tes décisions, ton langage, ton courage, ta créativité. Ce que tu fais circuler avec confiance revient amplifié. Ce que tu retiens par peur stagne. La grande différence. Les pauvres pensent protection, survie, court terme. Les riches pensent création, expansion, long terme. L'un réagit à la vie, l'autre la façonne. Synthèse de la leçon 5. La richesse commence dans l'esprit. La rareté est un conditionnement, pas une fatalité. Tes pensées dictent tes décisions. L'abondance suit la valeur créée. Donner, apprendre et investir reprogramme le cerveau. Change ta façon de penser et ta réalité suivra.